C'est un petit peu comme un jeu de construction, c'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en cause ce qui a déjà été considéré comme acquis. Ah ouais, bah comment ils ont fait pour dater les trucs de 500 alors? Bah, Ah, par les textes. Ah ouais, d'accord. Et de 500 ans plus tard. Hein. Alors d'ailleurs, ce qu'on disait souvent, c'est que les Mérovingiens ont passé leur temps à mourir, quoi. C'est pas possible parce qu'on retrouve que des nécropoles. Donc, dans la plupart des villes, on retrouve à la fin de l'Empire romain une couche noire qui va de 40 cm à 2 mètres de profondeur qu'on appelle les terres noires. L'archéologie des gens en général, c'est une guerre. L'égyptologie, c'est puissance 10, quoi. Donc Éric Gontier a eu le malheur d'aller en égyptologie. Il a eu le malheur de décrire des choses de façon claire, nette et précise. Et il s'est fait taper dessus. Du lourd, hein, comme il dit Pascal Seffran sur Génération, du très lourd. On va rentrer tout de suite avec Laurent Villaverde. Bonsoir Laurent. Bonsoir de pas. Donc Laurent, toi tu es archéologue. Archéologue de formation. Et j'ai quitté l'archéologie pour diverses raisons. Eh ben justement, et tu nous en parleras de ces méthodes archéologiques avec lesquelles tu es en désaccord. Hein, semble-t-il que justement sur le fond et sur la forme. D'accord, et de ces méthodes utilisées par la profession. Donc, on va rentrer, on va dire, tout de suite dans le vif du sujet, puisque l'archéologie, bah, c'est une science qui est quoi? On peut dire située à partir quoi, du 19e siècle? En gros, on va dire que ça s'est organisé au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle. Mais ça a toujours été pratiqué, hein. Depuis toujours, des gens ont gratté le sol pour trouver des anciens objets. D'ailleurs, on croyait même que la Terre rejetait naturellement des poteries, à un moment donné. D'accord. Donc c'est pour dire qu'avant que les archéologues ne creusent et ne comprennent que ça avait été fait par d'autres personnes, on croyait que naturellement la Terre rejetait des pots, des vases, des assiettes. Ah d'accord, donc ça c'est une époque un peu crédule. Mais donc c'est devenu, on va dire, une science à partir du 19e. Oui. C'est qui les pays? Parce que ce qu'on sait c'est la France, l'Angleterre, c'est là que ça situe un peu l'épicentre de... Bah, c'était en fait les grands pays colonisateurs. Hein. Oui, d'accord. En gros, hein, pour simplifier. Donc on peut directement faire le lien d'ailleurs entre archéologie et colonisation, on en fait quelque part. C'est-à-dire à partir du moment où il y a cette grande colonisation européenne à partir du 19e siècle, on va dire l'archéologie, puisqu'on sait que Napoléon dans son expédition était essentiellement scientifique, il emmène dans ses valises tout un tas de scientifiques pour aller fouiller les sites égyptiens. C'est ça, c'est la volonté d'aller conquérir des territoires et d'aller en même temps essayer de voir ce qui se passe dans le passé du sol de ces territoires. D'accord. Et donc, bon alors, 19e siècle, c'est quoi? On jette les bases un peu du métier à ce moment-là? Il y a des dogmes qui sont encore présents de 19e siècle? C'est pas vraiment des dogmes, c'est surtout des méthodes. C'est-à-dire qu'à partir de là, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut creuser dans le sol en faisant le moins de destruction possible et en comprenant tout ce qui arrive. C'est-à-dire que là, c'est le début de la stratigraphie. Une couche au-dessus d'une autre couche. On essaie de faire de la méthodologie, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut tirer un maximum de tout ce qu'il y a dans le sol. C'est-à-dire qu'on forme vraiment une science, avec des méthodologies, des processus, de la typochronologie, tous ces termes barbares-là dont on reparlera. Voilà, on est en train de mettre les bases de comment est-ce qu'on peut étudier le passé à travers ces vestiges matériels, et pas à travers les textes comme le fait l'histoire. On fait du concret. D'accord, donc oui, l'archéologie, donc on peut dire, c'est la science qui se base sur l'étude de quoi? Des sites, des pierres? C'est quoi? Alors, l'histoire, en fait, il y a 3 disciplines pour étudier le passé, hein, en gros. Hein. Il y a l'histoire, c'est les textes. L'histoire de l'art, c'est les monuments et les œuvres d'art, tout ce qui est unique. Et l'archéologie, c'est l'étude des vestiges matériels. Alors, à la fois ceux qui sont dans le sol, donc il faut creuser pour les trouver, mais aussi ce qui est en élévation, comme les pyramides d'Égypte. Voilà, là, pour le coup, on ne creuse pas véritablement à proprement parler, c'est déjà là. Donc, c'est des relevés, on étudie la composition de la pierre, c'est toutes ces choses-là. Mais est-ce que, par exemple, l'archéologie moderne, avec toutes ces nouvelles sciences, la géologie, tout ce qui existe aujourd'hui, on peut faire des tests chimiques, etc. Est-ce qu'on se sert de tout ça aussi ou Au 19e siècle? Non, pas au 19e. Oh, bah peut-être qu'au 19e siècle aussi. L'idée, c'est qu'il y avait un tel foisonnement de sciences au 19e siècle qu'il y avait déjà l'idée d'une interdisciplinarité. Ça veut dire qu'un géologue va essayer d'aller voir un confrère archéologue pour essayer d'apporter un petit peu sa lumière. Un géographe va essayer de venir aussi, ils vont croiser les données. L'idée, c'est de mélanger un petit peu tout de façon à ce que chaque spécialité puisse se servir du reste. L'archéologie était en grande partie basée sur les termes de géologie. Parce que l'archéologie qu'on connaît le plus souvent, c'est l'archéologie, on va dans le sol, et on creuse, on gratte, on prend des objets. En archéologie, par exemple, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle l'unité stratigraphique, l'US.
pour simplifier. Donc c'est une US, plus une US, plus une US. Il y en a qui sont naturelles, d'autres artificielles. Et à la manière d'un géologue, on va étudier tout ça. Alors plus précisément même à la manière d'un sédimentologue. Un géologue lui étudie la roche, principalement. Le sédimentologue, il va étudier les sédiments. Tout ce qui est argileux, limoneux. Et l'archéologie se base énormément sur la sédimentologie. C'est ça. Parce que cette sédimentologie, elle nous permet on va dire, d'établir une chronologie, par exemple. Alors oui, c'est-à-dire que c'est en fait ce qu'on appelle la chronologie relative. C'est-à-dire qu'une chose est plus vieille ou plus récente qu'une autre, par un simple effet de gravité. Si on prend par exemple un objet et qu'on en met un autre par au-dessus, celui du dessus est forcément plus récent que celui du dessous. C'est tout bête, mais c'est la base de l'archéologie. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Ça veut dire que on dit postérieur ou antérieur à une chose. Une chose à être postérieure, donc après une autre, ou antérieure, plus ancienne. Et c'est comme ça qu'on peut réfléchir à l'échelle d'un site archéologique. Qu'est-ce qui est plus récent ou plus ancien qu'une autre, sans se donner un calendrier précis. On ne parle pas de moins 300, plus 1500, quoi que ce soit. On dit, il y a 10 choses, cette chose-là est la première, sur cette chose-là il y a la deuxième, la troisième jusqu'à la 10e. On parle de chronologie relative. Mais alors dans cette recherche justement par les sédiments, est-ce qu'on trouve des choses des fois qui peuvent être contradictoires par exemple, je sais pas, je dis une bêtise pour comprendre, mais on trouve un fusil au-dessus d'une épée romaine. Donc peut-être non, le contraire, l'épée romaine au-dessus du fusil. Voilà. Alors ça arrive parfois, hein, c'est qu'il y a de la stratigraphie inversée. Inversée, c'est-à-dire qu'on a les couches les plus, enfin qui semblent être les plus anciennes, au-dessus de celles qui sont les plus récentes. C'est curieux quand même ça comme phénomène. Et en fait on se rend compte quand c'est comme ça, c'est qu'en fait un archéologue, il est tout simplement en train de fouiller des fouilles du 19e siècle. C'est-à-dire que ça les remblait. C'est quelque chose qui a déjà été fouillé au 19e. Donc tu prends la première couche, tu la mets par terre, tu prends la deuxième, tu la mets au-dessus de la première. D'accord. Et tu as une stratigraphie inversée qui se forme. D'accord. Voilà, c'est rigolo. Tu reviens par derrière et refouille, d'accord. Ce qui est encore plus amusant, c'est quand on se rend compte au bout d'un mois de fouille, quoi, qu'on a fouillé du 19e siècle. Quoi, donc, mais sinon, non, pour répondre à la question, de par la gravité, tout simplement, une chose, si elle est posée à plat, celle du dessus sera forcément au-dessus. Enfin, la plus récente sera forcément au-dessus, quoi qu'il arrive. Là où il y a un problème, c'est quand on a deux choses qui ne se recoupent pas. Tu prends un trou, tu fais un autre trou 5 mètres plus loin, s'il n'y en a pas un qui coupe l'autre, tu es incapable de dire quel est le plus ancien. C'est tout bête. Donc là intervient la notion du mobilier archéologique. Alors, qu'est-ce que le mobilier ? Le mobilier archéologique, alors c'est pas des tables, des chaises, des commodes, des assiettes, c'est tout ça. Le mobilier archéologique, c'est tout ce qu'on trouve sur un site archéologique et qu'on peut emmener en gros. Hein. Donc de la céramique, du verre, du métal, de l'os, des pierres, tout ce qui est étude lapidaire, mais aussi tous les petits éléments, on va dire les pollens, les graines, voilà, toutes ces choses-là. Ouais. C'est ce qui permet de dater des structures en creux principalement. Il y a un trou, on ne sait pas de quand date ce trou, on va regarder ce qu'il y a dans le trou, et c'est ce qu'on va trouver dans le trou qui nous permet de dater de quand a été fait le trou. Mais comment, alors ça c'est la question, parce que comment on fait pour dater, puisqu'il semble-t-il, on ne peut pas dater une roche. Donc ça, c'est la fameuse affirmation de Jacques Grimaud qui n'est pas passé inaperçue. Effectivement, il explique dans son reportage La révélation des pyramides, il dit mais les roches ne se datent pas. Tu confirmes ça? Oui, c'est indatable. Voilà. Si, tu vas dater une roche, mais tu vas dater la formation de la roche. Ouais, d'accord. Voilà. Tu prends un caillou, tu mets un caillou sur un caillou, ça fait un mur. Et si tu dates le caillou, tu vas pas dater le mur. Tu vas dater la formation. Après, c'est de la géologie pure, quoi. Mais effectivement, tu poses un caillou sur un caillou, c'est indatable. Alors, c'est quoi la méthode pour dater un site historique? Par exemple, là, je vais trouver des ruines d'une maison. Comment je vais savoir quand cette maison a été construite? Il y a le style. C'est-à-dire que si tu vois que ça ressemble à du romain et qu'on a déjà daté du romain, tu as des aires chronoculturelles. Si tu vois que ça ressemble à du médiéval, c'est que c'est du médiéval. Si tu vois que ça ressemble à du moderne, c'est que c'est du moderne. Et après, il y a les testations physiques. Carbone 14, dendrochronologie, et j'en passe, quoi. Alors, carbone 14, alors ça, c'est quoi? C'est un mot barbare qu'on entend à toutes les sauces, le carbone 14. Alors, il paraît-il, ce serait la méthode infaillible pour dater absolument tous les objets. Alors plutôt que de dire des grosses bêtises, je vais quand même m'appuyer sur quelques documents. Alors, petite définition, hein. Le carbone 14 ou radiocarbone est un isotope radioactif du carbone dont la période radioactive est égale à, peu importe, selon les calculs relevant de la physique des parties
groupuscule datant de 1961. Alors qu'est-ce que c'est qu'un isotope radioactif? Parce que... Alors, en gros, le carbone normal, c'est du carbone 12. Le carbone 14, c'est un carbone qui est en très petite quantité et qui se balade un peu partout dans l'atmosphère. L'isotope du carbone, c'est ce carbone 14. Alors, on va passer vraiment les termes techniques là. On va dire, la datation par le carbone 14, dite également datation par le radiocarbone, est une méthode de datation radiométrique basée sur la mesure de l'activité radiologique contenue dans la matière organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, à savoir le temps écoulé depuis sa mort. Donc tout à l'heure j'avais parlé de chronologie relative, tu te rappelles, une chose est plus ancienne qu'une autre. Là on ne parle pas de chronologie relative mais absolue, c'est-à-dire qu'on se dit ça a 1000 ans, ça a 1500 ans, ça a 20 000 ans, 30 000 ans. Alors comment on fait? Le carbone 14, c'est, on estime en fait que quand quelque chose d'organique a un échange avec l'atmosphère, qu'il vit tout simplement, il a un certain taux de carbone 14 qui est tout le temps constant. À partir du moment où cette matière organique meurt, je fais exprès de simplifier les termes au maximum, il y a une décroissance radioactive, c'est-à-dire que ce taux de carbone 14 baisse. Donc tu fais comme à l'école, tu prends un graphique, tu regardes le taux de carbone 14 qu'il y a dans ton objet, et tu en déduis, avec l'abscisse et l'ordonnée, depuis combien de temps est-ce que c'est mort. D'accord. Pour simplifier au maximum. Hein. Donc ça marche aussi bien pour des plantes, parce qu'on peut faire ça sur du charbon de bois par exemple. Mais sur une sur de poterie l'os. Ah non, pas sur de la poterie. Ah, là, il y a d'autres méthodes. D'accord. Il y a par exemple de la thermoluminescence ou cathodoluminescence. Là, j'ai un doute. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est une des deux. Voilà. Il y a d'autres méthodes qui existent pour tout ce qui est poterie. Quoi qu'on dit de la céramique, hein, normalement. D'accord, donc le carbone 14, c'est les matières organiques. C'est organique. D'accord, c'est sur les matières organiques. C'est par exemple, alors si je retrouve une poterie, mais il y a des résidus, on va dire, d'une matière organique dedans. Ça, tu peux dater. Voilà, c'est ça que je vais dater. Et on va partir de l'idée que si tu veux dater ta céramique, pour employer le terme technique, si tu dates le contenant, si tu dates le contenu, tu dates le contenant. Non, à peu près, ouais. À peu près, on va dire à 20 ans près, peu importe. Voilà, tu dates ce qui est organique, tu dates ce qu'il y a autour. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça. Et cette méthode, alors, il y en a qui la critiquent, il y en a qui disent c'est fiable, alors qu'en pensez? Moi, j'en ai pas fait en laboratoire, parce que j'ai jamais travaillé sur le carbone organique. Mais il y a deux problèmes sur le carbone 14. Le premier, c'est qu'on part du principe que le taux de carbone 14 est tout le temps le même dans l'atmosphère depuis toujours. Parce qu'effectivement, comme on se base sur le graphique de décroissance avec la décroissance radioactive, si tu dis que ton carbone 14, il est constant, effectivement, tu regardes le taux de carbone 14 maintenant, et tu te dis, ton objet date de temps, parce que, effectivement, à chaque fois, tu prends ta courbe, tu tapes l'abscisse, tu as l'ordonnée avec la datation. Mais rien ne te dit qu'il y a 10 000 ans, 20 000 ans, le taux de carbone 14 était le même dans l'atmosphère. Les volcans, toutes ces choses-là, le rayonnement solaire peut jouer énormément là-dessus, potentiellement. Donc déjà, on se base sur quelque chose qui est constant alors qu'on n'en a aucune preuve. La deuxième chose, c'est qu'un objet peut être pollué par un autre objet. C'est-à-dire que, pour simplifier, tu as un objet avec une datation en carbone 14 plus un autre objet à côté avec une autre datation en carbone 14, l'un peut polluer l'autre. D'accord. Tout bêtement. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, le carbone 14, c'est vraiment ce qui fait foi dans l'archéologie. C'est-à-dire que quand on veut dater n'importe quoi, c'est le carbone 14 dans tout. J'ai envie de dire, c'est presque le saint carbone 14 pour les scientifiques. Ah, c'est ça. C'est quand on nous a dit, c'est le carbone 14 a daté ça, bon bah voilà. Et moi, pour avoir fait des prélèvements de choses qui partaient au carbone 14 derrière, il faut savoir que quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'on essaye d'appliquer sur le terrain des méthodes qui ont été faites pour les laboratoires. C'est-à-dire qu'on s'imagine quelqu'un avec une blouse blanche qui va prendre un échantillon, qui va noter dessus ce que c'est, on va faire l'analyse, machin, truc et tout. Sauf que quand toi tu es sur le terrain, bah bien souvent tu as une poche, tu mets un 6 vite fait, le lendemain ça devient un 8, et le troisième jour derrière, et ben en fait il n'y a plus, il n'en voit plus rien. Mais tu vas aller sortir ton échantillon et c'est ça qui va dater ton site. D'accord. Parce que c'est des méthodes qui sont très empiriques. C'est un des soucis de l'archéologie. On applique des méthodes de laboratoire très carrées pour des méthodes de terrain qui sont inapplicables dans certaines conditions météorologiques notamment. Donc du coup, plutôt qu'un archéologue puisse dire eh ben là c'est le bazar, on s'est trompé dans toutes les poches, dans tous les petits sacs dans lesquels on a mis les bouts de ce qu'on voulait dater, et ben en fait c'est au petit bonheur la chance, puis on va bien se dépatouiller une fois qu'on aura les résultats. Donc tu as le saint carbone 14 qui fait foi dans tout, sauf que les techniques de prélèvement et les techniques qui consistent à aller du terrain au laboratoire
et ben là tu peux avoir plein d'erreurs dans tous les sens. Donc c'est pas très fiable en fait. Bah, disons que c'est discutable dans la théorie, mais aussi dans la pratique. C'est un élément, voilà, c'est un élément. Sachant que le carbone 14, c'est quelque chose, plus c'est ancien et plus c'est fiable, parce que quand on date quelque chose on va dire de 20 000 ans, on va dire 1%, 5% près, ça va pas changer grand chose à l'histoire. Que quelque chose soit de moins 20 000 ou moins 19, on est d'accord que ça change pas grand chose. Par contre, quand on date un objet de 0 sur le calendrier chrétien ou 1000, là ça change tout. Tu comprends ce que je veux dire? Et pourtant, il n'y a que 1000 ans d'écart. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus c'est ancien et plus c'est pertinent le carbone 14. Sur nos périodes modernes, on va dire, ouais, à partir de, en gros, de moins 1000 jusqu'à maintenant, il y en a des datations. Moi, j'en ai fait pour la période du médiéval, il y en a plein, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je suis surpris que ce soit effectivement 5 carbone 14, quoi. Je suis très surpris de voir que, effectivement, c'est ce qui fait foi, on ne peut pas le remettre en cause. Et je te dis, surtout les méthodes de terrain où on se dit, bon, ben là, ce qu'on a, le sac, tout ça, quoi, on va en faire une belle publication derrière, mais on n'est même pas sûr de ce qu'on a fait, voilà quoi. Parce que ça, on a vu des nombreux exemples de personnalités qui ont daté des fois des lieux, etc. Et puis qui se sont fait voilà, allumer, j'ai envie de dire, fustigés par tout le monde parce que les datations auxquelles ils ont conclu n'étaient pas conformes avec l'idée de base. Alors c'est là que c'est assez amusant, c'est que quand les datations concordent avec ce qui était attendu, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu fouilles un site, on va dire, dont tu attends la datation, je vais dire n'importe quoi, de moins 3000, et que ta datation, en gros, c'est, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple, qui dit moins 10 000, bah là c'est une erreur par contre. C'est-à-dire que si la datation ne correspond pas à ce que tu avais déjà en tête, c'est que c'est faux. Ah ouais, donc tu vois que tu as un raisonnement qui est assez ambigu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire du carbone 14 pour corroborer l'idée que tu avais déjà au départ. Je comprends pas bien quoi. Oui, alors qu'en fait, il devrait servir à savoir. Alors c'est 5 carbone 14 dans certains sens, et puis dans d'autres, c'est pas 5 carbone 14 quoi. Je comprends pas bien quoi. Ouais. Ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup surpris quoi. Parce qu'il y a des sites qui ont été datés, alors j'avais vu cet archéologue qui datait certains sites des fois de 100 000, 200 000 ans. Oui. Et après on les disait mais c'est pas possible. Parce que voilà, ça correspond pas à l'histoire, à la norme, voilà, ça correspond pas, elle se plante. Bah, alors là il y a autre chose aussi, c'est que entre ce qu'on voit nous dans des articles de vulgarisation qui font on va dire 2 pages dans Science et Vie et le vrai rapport de fouille, il y a tout un monde. C'est-à-dire que tu n'auras jamais accès aux données primaires. C'est-à-dire que tu n'auras jamais accès aux relevés de terrain direct. Toi, ce que tu verras, c'est seulement un article dans la vulgarisation, où maintenant tu peux consulter des thèses qui sont sur Internet, ou des actes de colloque, des choses comme ça. Mais les vrais rapports de fouille, les vrais documents administratifs, où on voit l'archéologue qui a toutes ces données, qui essaie de se dépatouiller pour faire un truc à peu près cohérent, toi, tu le verras jamais. Tu verras jamais que le résultat que tu as, qui paraît tout beau, tout propre, tout lissé, évident, bah derrière, bien souvent, c'est de la cuisine. Où tu vas volontairement retirer des choses parce que ça ne correspond pas au reste, et tu vas volontairement gonfler d'autres choses parce que ça correspond pile poil à ce qui était attendu dès le départ. Mais ça veut dire que c'est quoi? C'est qu'il y a c'est pour des raisons politiques? Alors, j'irai pas jusque-là. Je dirais que l'enseignement est fait de telle façon que c'est un petit peu comme un jeu de construction. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en cause ce qui a déjà été considéré comme acquis. Tu vois le raisonnement un peu intellectuel. Oui. On a des gens qui font des années, des années. Pour de la science, en ouais, plus. c'est des gens qui font des années d'études, qui ont la grosse voix, nous autres, parce qu'il y a beaucoup de nous-noiements dans l'archéologie. Hein, tu vois, le nous-noiement, c'est nous autres qui avons fait beaucoup d'études et qui savons tout sur tout. C'est ça. Et tu te rends compte que derrière, les types, ils ont plein de fiches dans tous les sens. Même moi, j'en ai perdu sur le terrain. Et tu te dis, bon, voilà, à la fin de la fouille, j'ai 4 classeurs remplis de fiches, remplis de données de tout et n'importe quoi. Comment je vais me dépatouiller pour faire un rapport? Mais toi, tu ne le verras jamais, ce truc-là. Ce que tu verras, c'est un rapport au mieux administratif que tu vas trouver en PDF sur Internet, qui est déjà le dépatouillage des fiches que tu as eues sur le terrain. Et ce que tu auras le plus souvent, c'est soit le beau reportage à la télé, ou bien alors le truc dans Science et Vie, dans Science et Avenir, dans Le Monde, tous ces trucs-là. Est-ce que aussi le fait qu'un, par exemple, un archéologue il arrive à certaines conclusions qui pourraient, on va dire, entre guillemets, remettre en cause certains dogmes, il n'a pas peur un peu de se sentir mais il le fera pas il le fera pas parce que pour la plupart ils considéreront que les résultats qu'ils ont ils sont faux puisqu'ils ne concordent pas avec ce qu'ils attendaient le départ. Tu comprends le raisonnement intellectuel? D'accord, ouais. Donc mais de bonne foi, attention, de bonne foi. On va fouiller un site par exemple entre guillemets roman, on a dit ah bah ça date de 1300, puis en fait il va faire ces trucs et puis il va dire bah non il y a des trucs de 10 000 ans, ah bah non c'est pas possible. Ah ouais, c'est faux. C'est que c'est faux. C'est faux. C'est évident.
On a les résultats, ils ne concordent pas par rapport à ce qu'on attendait. On sait que c'est vrai. Quand on sait ce qu'on sait et quand on voit ce qu'on voit, donc c'est faux. Donc il serait malhonnête de croire que les archéologues sont tous des gens machiavéliques à falsifier les données. Je dirais que c'est une construction intellectuelle qui fait que, à la sortie de ces études, on est plein de certitudes. Et le travail n'est qu'une application directe des certitudes qu'on a acquises pendant ces études. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font de la recherche, mais qui ne se posent pas beaucoup de questions. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis parti. Faire de l'archéologie aujourd'hui telle que moi j'en ai faite, moi c'était de l'archéologie préventive, hein, donc l'archéologie un peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas de l'archéologie universitaire à proprement parler. Moi je faisais de l'archéologie en amont de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire une autoroute. Ah oui, parce qu'il faut expliquer, donc voilà. En France, et puis dans il y a deux types d'archéologie. Alors voilà, explique-nous cette différence pour... Donc voilà, il y a deux types d'archéologie. Il y a l'archéologie universitaire, c'est en gros un enseignant à l'université qui va faire 1 mois ou 2 mois de fouilles l'été et qui le reste du temps va donner des cours à la fac, pour simplifier. D'accord. Donc lui, c'est ce qu'on appelle les fouilles programmées, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, c'est programmé. On va fouiller des grands sites, la plupart du temps, des sites qui sont financés alors en France par des conseils régionaux, des conseils généraux. Alors oui, c'est qui finance ça? C'est l'État qui finance l'archéologie? Bien souvent. Bien souvent, mais il y a aussi des privés qui disent, voilà, moi je suis un riche industriel, j'ai acquis tel terrain et je sais qu'il y a des vestiges archéologiques et je vous finance 1 mois de fouille l'été à 20 étudiants et on va partir sur une triennale. Donc on va fouiller l'année 1, l'année 2, l'année 3. Il y aura un rapport de fouille à la fin de chaque année, et puis à la fin de la 3e année, on fera la synthèse de tout ce qu'il y a là. Donc ça, c'est l'archéologie programmée. Maintenant, moi, ce que je faisais, c'est l'archéologie préventive. Là, en fait, ce sont des archéologues professionnels qui ne font que de la fouille. Ça veut dire que les rapports avec la fac sont, on va dire, plutôt distendus, voire plutôt conflictuels. Voilà. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'un lotissement se construit, on sait qu'il y a des vestiges en dessous, et bien avant que les vestiges ne soient détruits par le lotissement, on va fouiller. D'accord. Comment d'ailleurs on sait qu'il y a des vestiges en dessous? Il y a des quoi? C'est des rapports radiographie? Non, en fait il y a 2 étapes dans l'archéologie préventive. Dans un premier temps on fait un diagnostic, c'est-à-dire des grandes tranchées pour voir s'il y a un site. Il y a un rapport du diagnostic, et à l'issue de ce rapport du diagnostic, il est décidé si ou non il y aura une fouille derrière. C'est-à-dire qu'en gros, je ne connais pas les proportions exactes, mais on va dire que pour un site fouillé, tu as peut-être 10 diagnostics de fait. Tu vois, tu en as 9 qui sont négatifs, tu as le 10e qui est positif, et là on va prescrire une fouille. D'accord. Donc l'avantage de l'archéologie préventive, c'est que tu fouilles toute l'année, et donc t'en as plein les yeux. Sur tous les types de terrains, à la ville, à la campagne, dans le bord de mer, au fin fond des montagnes, dans les champs, sur des terrains limoneux, argileux, dans du sable. Donc moi je faisais partie des gens qui étaient vraiment archéologues de terrain, mais de la fouille pure et dure, quoi. Mais si, par exemple, question vraiment d'un profane, on trouve un site voilà, qu'on va estimer d'une haute importance, est-ce qu'on va stopper le projet? Ouais. Ah oui, on peut. Il y a quand même des réserves archéologiques. Donc les promoteurs, c'est pas forcément alors pour cette archéologie préventive là. Ah, ils aiment pas du tout. Ils aiment pas du tout. Mais je les comprends parce qu'on est sur le principe dans l'archéologie préventive de casseur-payeur. Ça veut dire que un supermarché, pour pas dire de nom, veut construire un supermarché. Voilà. Donc il y a un diagnostic qui est fait. À l'issue de ce diagnostic, il est avéré qu'il y a des vestiges archéologiques qui vont être prescrits pour une fouille. Donc, soit l'aménageur c'est le nom du constructeur, soit l'aménageur décide de s'implanter ailleurs, soit il décide absolument d'être là où il y a eu le diagnostic et il paye la fouille. Casseur-payeur. D'accord. Casseur-payeur. C'est lui qui doit financer, d'accord, la fouille. Prescription de l'État. D'accord. D'où parfois les arrangements qu'il peut y avoir avec des grands aménageurs qui vont aller voir d'autres personnes pour dire voilà, cette fouille nous enquiquine. Ça serait bien qu'on essaye de voir si on peut trouver une solution pour que cette fouille n'ait pas lieu, quoi. Parce qu'une fouille, on va dire que, alors il y a des toutes petites, hein, mais on va dire une fouille, c'est peut-être 200-300 000 euros, quoi. Ah ouais, quand même. Ah oui, voilà. Ah oui. On est très loin de la petite fouille avec les étudiants l'été, à une vingtaine, voilà. Ah oui, c'est quand même des voilà, on dit, moi j'ai fait des fouilles où j'étais petite, moi qui grattais, hein, donc vraiment j'étais rien du tout, et on était sur des budgets de pratiquement 1 million d'euros, quoi. Alors c'était grands aménageurs, hein. Total, Elf, d'ailleurs on peut leur dire merci, hein, ceux qui finançaient l'archéologie préventive, hein, ceux qui mettaient les deniers pour qu'on puisse fouiller, moi ça me faisait travailler, et puis il y avait des vestiges qui étaient trouvés derrière, il y avait des choses qui étaient données à des musées, mais voilà, archéologie préventive, hein. Ça veut dire que derrière, normalement tout est cassé.
Oui, parce qu'après, une fois, donc, et ça dure combien de temps ce genre de fouille? Ça dépend de la taille. C'est le temps de la fouille, il n'y a pas vraiment... À l'issue du rapport du diagnostic, si tu veux, on te dit, voilà, il y a des vestiges, ils sont sur telle surface, sur telle profondeur et avec telle importance. Donc il y a une prescription qui est faite où on va dire, ça en fait c'est la région, c'est partie de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ils disent voilà, nous on va demander à ce qu'il y ait une fouille qui soit faite avec tant de bonhommes, pendant tant de temps et avec telle spécialité. Et l'aménageur est obligé de s'exécuter. Parce que s'il refuse, en fait, par exemple, voilà, on a prescrit, on a dit, bon, à cet endroit-là, on a retrouvé des vestiges, etc. Lui, il dit, moi, du coup, voilà, j'ai pas envie de sortir à 1 million d'euros. Il se passe rien, c'est-à-dire, on fouille, du coup, lui, il peut plus construire, en fait. Oui. Il a plus l'autorisation de construire, mais personne ne va faire la fouille. Alors, parfois, ce qu'il arrive, c'est qu'il y ait des mesures conservatrices même. C'est-à-dire qu'en fait, on met un tas de terre, on surélève le niveau naturel, on sait, là, j'ai dit n'importe quoi, avec 50 cm ou 1 mètre de terre, et l'aménagement se fait au-dessus. On sait que le site est en dessous, il n'est pas détruit par l'aménagement, et l'aménageur peut faire son truc au-dessus. À condition qu'il ne creuse pas, lui. C'est toujours pareil. Il a interdiction de creuser. Ah bah oui, parce que si on met la terre, c'est justement pour protéger, on scelle en fait. On scelle les choses, quoi. Ou bien alors parfois, on peut dire, ce qu'on a trouvé est tellement important qu'on considère que c'est une réserve archéologique, que c'est d'un très grand intérêt. Donc du coup, on gèle le terrain et on va demander à ce qu'il y ait des étudiants qui viennent, fouille programmée. Alors là, en général, l'aménageur, il s'arrache les cheveux parce qu'il s'était trouvé un bon petit coin pour faire un supermarché et il se retrouve avec des archéologues pendant 3 ans qui vont gratouiller de la terre là où ça l'intéresse, lui. Wow. Wow. Et sachant que dans l'archéologie préventive, il y a du public. Et du privé, tu dis. Et du privé. D'accord. Alors, petite chose, par exemple, si moi je trouve un super vase sur le site, il appartient à qui? Alors, normalement, 50% à l'État, 50% au propriétaire du terrain. D'accord. Sachant qu'en général, ce qui se passe, c'est que l'aménageur, il achète le terrain, et une fois que c'est à lui, il demande à ce qu'il y ait un diagnostic qui soit fait. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve avec des aménageurs qui payent des terrains qui sont devenus inconstructibles. Ah là, ils sont très énervés, j'imagine. Ils sont pas contents. Non, ils sont pas bons. Ah non, ils sont pas bons. Surtout quand on leur annonce la facture et qu'ils voient arriver 20 zigotos sur le terrain, plutôt éméchés, pas très finaux, les pieds dans la boue. Ils disent voilà, ça vous fait 400 000 euros. D'accord. Alors si c'est l'État lui-même, comment ça se passe? Parce que ça peut arriver, j'imagine que l'État fasse... ça arrive souvent d'ailleurs. Ça arrive souvent, voilà, j'imagine, on construit, je sais pas, une piscine municipale, un truc, enfin c'est l'État entre guillemets qui construit. Comment ça se passe? Lui, il est obligé de faire la fouille ou... Oui, c'est pareil, sauf que quand il est un peu malin, on va dire que c'est une municipalité, on va dire un groupement de communes, c'est dans les grosses villes, et ben il monte un service archéologique, et en fait l'aménageur devient en même temps le fouilleur. C'est-à-dire que c'est, on va dire, le Grand Paris. On va dire, le Grand Paris va être un aménageur parce qu'il veut construire un super stade à un endroit donné. Il va créer un service archéologique. Ce service archéologique va dépendre du Grand Paris et il va fouiller le site en question. D'accord. Donc tu te retrouves à la fois le payeur et le fouilleur. Donc tu rends le rapport de fouille à ton supérieur hiérarchique. Je te laisse imaginer ce que ça veut dire. Oui, donc c'est un peu de la magouille là, pour le coup. En fait. Alors de la magouille, ça va un peu loin, mais disons que c'est dans une opacité oui, énorme. Parce que son intérêt, c'est peut-être de... non, il n'y a rien, on a retrouvé 2 vases, c'est bon, il n'y a plus rien. Ouais, voilà, et puis il faut pas demander de rallonge, parce que parfois on dit voilà, on a fouillé pendant 3 mois sur le site, mais là, à la vue de tout ce qu'on a trouvé, c'est encore plus important de ce qui était sorti au diagnostic, donc du coup, il faut une rallonge de 2 mois, quoi. Ah non, ça ils aiment pas, ça j'imagine. Ah non, déjà la première fois ils étaient pas contents, alors la deuxième fois ils le sont encore moins, quoi. Mais alors ça veut dire quoi les archéologues, on va dire, ils sont, c'est quoi, c'est une espèce de fonctionnaire? C'est quoi le statut juridique d'un archéologue? Ça dépend, il y a plein de choses, il y a du public, il y a du privé. Alors il y a les universitaires, ça j'ai bien compris. Ils sont un peu à part, vraiment, voilà. Ils sont un peu à mais part. Dans ton archéologie préventive, c'est quoi, c'est un peu libéral? C'est-à-dire... Il y a un appel d'offres par exemple, ça faut le savoir. Par exemple, l'entreprise X veut construire un supermarché à un endroit donné. Il y a un diagnostic qui est fait, pas de chance, il est positif. Donc du coup, le service régional de l'archéologie dit, voilà, nous on voudrait pendant 5 mois 20 archéologues. Donc du coup, comme pour la construction, on lance un appel d'offres. On veut du privé et du public qui répondent à l'appel d'offres, 20 archéologues pendant 5 mois. Et c'est le ménageur qui choisit. D'accord. Donc il y a du privé qui se fait de l'argent sur l'archéologie. Parce que ça veut dire ça aussi, ils gardent le mobilier. Ah oui, parce qu'après, oui, ils gardent...
Parce que c'est quoi Ça veut après, dire aussi il peut que le c'est mitigé, revendre. Parce que, par exemple, si je trouve une pièce culturelle, je peux la. Voilà, on trouve sur mon terrain une super pièce. Ah oui. Tu m'as dit, j'ai 50% à moi, 50% à l'État, c'est ça? C'est chez toi? C'est chez moi, c'est mon terrain. C'est chez toi, bon. Moi je dis, bon, bah, on me dit, cette pièce, ça vaut 200 000 euros. Bah, je dis, bah, moi c'est très bien, je la vends. Déjà, il faut savoir une chose. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est 50 cm. Ton terrain t'appartient jusqu'à 50 cm. En dessous, c'est l'État. Alors, je crois que c'est 50 cm, hein, mais... Ah, d'accord, il y a une profondeur. Ah, oui, ah, d'accord. Bah, pour des raisons géologiques, c'est-à-dire que si tu trouves du pétrole en dessous de chez toi, c'est pas pour toi. En gros, hein, pour simplifier, tu croyais quand même pas que tu allais faire de l'argent avec ton sol, quoi. Hein. Trop facile. Ça marche pas comme ça. Et sachant que si jamais tu déterres de ton terrain un objet dit archéologique, fouille clandestine. Ah, fouille clandestine. Ah oui. Bah moi je fouille dans mon jardin, je trouve un objet. Ah, fouille clandestine. Oui. J'ai pas le droit de fouiller dans mon jardin. Pas de poêle à frire non plus, hein. Les détecteurs à métaux, tout ça. J'ai déjà vu moi plein de gens avec ça. Là, oui, sur mais c'est totalement illégal. Partout. Ah, c'est totalement illégal. Ah ouais. C'est prison. D'ailleurs, il y a une très bonne association qui se bat pour ça, c'est l'APA, qui prône véritablement la protection de tout le patrimoine culturel français. Voilà. Il ne faut pas fouiller, à la fois parce qu'on déterre des objets qui sont dans un contexte archéologique. Donc retirer un objet du sol, c'est le retirer de son contexte, donc on ne peut plus l'étudier. D'un point de vue purement archéologique, historique, et surtout c'est illégal, et ça coûte de la prison. Carrément. Ouais, bah écoute, on en apprend ce soir. Carrément, donc je fouille dans mon jardin. Il faut pas fouiller. Parce que j'imagine effectivement le frisson dont s'achète un détecteur à métaux, ça sonne, qu'est-ce que c'est? Moi je connais plein de gens, alors dans les régions ça se passe plus dans les campagnes, hein, je pense à nos amis bourguignons entre autres, ou qui vont avec justement et qui retrouvent des vieilles pièces romaines. Ouais, moi je connais des gens des villes qui passent le week-end à ça. C'est l'occasion. Donc c'est complètement illégal. C'est totalement illégal. Il faut se prendre avec leurs pièces romaines, en fait ils n'ont pas le droit de les revendre. Oui, fouille clandestine, prison. Ouais, j'ai des exemples très précis de gens qui sont, procès, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Même ce qu'on appelle des découvertes fortuites. C'est-à-dire que quelqu'un qui se balade, ou toi tu vas dans ton jardin, tu veux construire, tu fais un trou pour faire un piquet, pour mettre n'importe quoi, tu tombes sur un dépôt monétaire. Ouais. T'as un petit truc et t'as 20 pièces d'or romaines, machin, truc et tout, des doubles sesterces, c'est la fête, t'invites les voisins, ça y est. Hein. Et ben 3-4 jours après, t'as le gendarme qui vient et qui utilise la fouille clandestine. Donc déjà, il faut nous donner tout. Et en plus de ça, vous êtes convoqué par la police, gendarmerie, ce que vous voulez. Il faudra nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez trouvé ça. C'est un peu sévère, ça veut dire que la personne, alors du coup, la seule solution c'est de se cacher en fait. Si elle trouve, imaginons une pièce hyper rare, donc du coup il faut la cacher pour pouvoir être protégée. Alors il faut la cacher, mais il ne faut pas la vendre sur eBay. Ah oui, parce que dès qu'on la vend sur eBay, on n'est pas très finaux quand même. Ouais. Moi je connais des gens qui vont sur eBay et qui déposent des réclamations auprès d'eBay en disant sur votre site est en train d'être vendu un objet archéologique qui ne devrait pas être sur votre site. D'accord. Donc les chasseurs de trésors, alors c'est quoi? C'est pareil, mais en général ils le font pas en France. Hein. Ils le font jamais en France, ouais. Ils le font pas en France en général. D'accord. Parce que sinon, c'est la même chose. Ah oui, chercher, je trouve. Et encore, parce qu'en ce moment, il y a une réforme du patrimoine qui est en train d'être faite. Là, c'est quasiment la fin. Il est prévu apparemment que tout le territoire français soit considéré comme une réserve archéologique. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui faisaient du détecteur à métaux, tu sais, sur les plages, pour trouver des chaînes, des machins, des trucs comme ça. Aujourd'hui, demain, il est possible que ce soit considéré comme étant de la fouille clandestine. D'accord. C'est-à-dire que tu verras plus ce genre de comportement. J'en ai encore vu plein cet été avec leurs détecteurs sur les plages. Bon, évidemment, ils cherchent des petits objets. Ce que je comprends, c'est vrai qu'il y a le frisson, ça sonne, qu'est-ce que c'est, machin, truc et tout. C'est illégal. C'est bête et méchant, mais c'est illégal. Et ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et si ça me tombe dessus, par exemple, un truc dans la mer, ça moi je me baigne, je plonge, hop, je retrouve un objet. Ce sera rare quand même. Bon, c'est rare, imaginons, oui, c'est vrai. Mais ça peut très bien arriver, je sais pas, je retrouve un objet dans la mer et que. Il appartient à qui là, si c'est les eaux. De toute façon, c'est dans les eaux territoriales. Donc, oui, c'est dans les eaux territoriales. C'est toujours pareil, c'est à l'État, c'est aux propriétaires. Alors, mais moi, je peux pas aller alors, je suis obligé d'aller à la police me dénoncer en disant, j'ai trouvé cet objet, qui semble être un. Et là, on m'arrête, on me dit, c'est ce que tu fais, c'est que tu contactes l'APA, qui est une très bonne association, et tu leur dis, voilà, j'ai fait une découverte fortuite, qu'est-ce que je dois faire? Tu les contactes, tu dis, voilà, je voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir fait de la fouille clandestine, j'ai cet objet-là en ma possession, que dois-je faire? Et eux, ils te diront exactement quelle est la démarche à faire. Mais ça se fait, alors, ces fouilles-là, elles sont préconisées que dans, j'imagine, les grands aménagements, mais quelqu'un qui fait construire une maison, même, ça peut arriver. Ah, même une maison d'un particulier, ça peut arriver. Moi, j'ai fouillé 2 terrains, alors je dirais pas où, mais il y avait 2 terrains et ça faisait
au moins plusieurs mois, peut-être plusieurs années que les terrains étaient gelés parce qu'il y allait y avoir une fouille. J'ai participé au truc, on a trouvé du très beau gaulois. Le propriétaire qui était un particulier nous a offert un très bon couscous, c'est le coût très cher d'ailleurs. Il était très content de nous voir partir à la fin, voilà. C'est-à-dire que le terrain, on dit, la maison, non, la piscine non plus. Ah ouais. Ça va tellement loin, c'est qu'il y a parfois des fouilles donc préventives qui sont prescrites sur l'emplacement de l'aménagement, tu sais, des arbres. Tu sais, ça fait des carrés qui font, on va dire 3 mètres sur 3. On va dire que le long d'une allée, tu en as une dizaine. Et ben c'est bon. Ah ouais. 3 mètres sur 3 sur 10, ouais. Et qu'est-ce qui détermine qu'on doit opérer une fouille? C'est quoi? C'est qu'on retrouve quoi exactement? C'est le libre arbitre de la personne qui... C'est quoi? C'est un expert qui décide d'ailleurs? C'est quelqu'un qui appartient à la DRAC. D'accord. Direction générale des affaires culturelles, et qui va dire, moi, de ce que j'ai vu du rapport du diagnostic, je considère qu'il est nécessaire de faire une fouille. Alors, parfois, il y a des suivis de travaux aussi. C'est-à-dire que l'aménagement se fait, et tu as des archéologues qui sont là, et s'il y a quelque chose d'un peu particulier, ils disent, hop, on arrête l'appel mécanique, moi je descends dans le trou, et je relève les trucs en temps réel, après, dans le quart d'heure suivant, c'est détruit. Quoi. Et souvent, ça peut être quoi? C'est des maisons, des objets, c'est tout ça? C'est tout, ça peut être aussi bien des murs, dans un centre-ville par exemple. Il y a un aménagement de voirie, quelque chose de tout bête dans un centre un peu historique, et pour faire passer des fibres optiques, ce que tu veux. Ça veut dire dans des vieilles villes, je vais donner des exemples, mais genre, je sais pas, une ville comme Nîmes, Avignon, des très vieilles villes. C'est systématique, j'imagine, non? Puisqu'il doit y avoir des couches, donc systématiquement, dès qu'on fouille un peu, de toute façon, on va retrouver quelque chose, j'ai envie de dire, c'est un peu... Ouais, c'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar carrément pour ces villes-là. C'est un cauchemar, ça leur coûte cher. D'où l'intérêt, quand tu sais, par exemple, on va dire une ville, une grosse ville comme Rennes, Nantes, Lyon, quand ils savent que pendant 10 ans, ils vont refaire une bonne partie du centre-ville, tout l'intérêt pour eux, c'est de monter un service archéologique qui va avoir en charge les fouilles qui vont venir de la ville, quoi, si tu veux. Donc c'est à la fois l'aménageur et le fouilleur. Parce que j'ai envie de dire, dans ces sites qui sont occupés depuis tellement longtemps, on va forcément trouver quelque chose dès qu'on va creuser dans ce coin-là. Oui, t'imagines, tu vas à Paris, tu vas rue Saint-Jacques, tout ça, tu vas trouver. Après, est-ce que c'est vraiment toujours pertinent de prescrire des fouilles pour dire, voilà, il y avait des cailloux à cet endroit-là? Parce qu'à Paris, par exemple, il doit y avoir beaucoup aussi, j'imagine. C'est toujours pareil, mais il y a des fouilles, même en ce moment, je suis sûr qu'il y a des fouilles privées, publiques, voilà quoi. Oui, systématiquement, parce que sur des très vieilles villes comme ça, forcément on va creuser, on va retrouver quelque chose. D'ailleurs, à la fin du mois, là, il y a les journées du patrimoine, journée européenne du patrimoine, il y a des sites archéologiques qui vont être ouverts. Donc c'est bien d'inviter tout le monde à aller visiter ces sites-là pour les journées du patrimoine. Allez vous rendre compte de ce que c'est à la fois que le travail des archéologues et de ce qui est trouvé en urbain, en rural. En urbain, c'est en général très impressionnant parce que tu t'imagines, tu sors de ton travail, tu as un trou dans la rue, et là, tu as 3 archéologues qui fouillent. C'est assez pittoresque, c'est assez incongru, mais c'est là. Et tu vas voir des bouts de mur, tout un tas de choses, et tout ça. Tu te dis, je suis passé 50 fois devant, si ce n'est pas 5000 fois devant depuis que je travaille, et là-dessous, il y avait ça. Donc là, les journées du patrimoine, c'est l'occasion d'aller voir ce genre de choses. D'accord. Alors en plus, j'imagine, par exemple, si on retrouve, justement, tu as parlé d'un bout de mur, alors j'imagine qu'on ne le détruit pas, on le détruit après. Ah ouais. C'est l'aménagement. On fait quoi alors? On prend des photos, des extraits, puis on détruit? On prend des photos, on mesure, on regarde le mortier. Enfin, après, il y a des procédures pour tout ça. On prend toutes les informations scientifiques. Et le jeu, c'est que si c'est de l'archéologie préventive, normalement, c'est détruit. À moins que ce soit très exceptionnel, mais tout est détruit. D'accord. Même si on tombe, je sais pas, une vieille tombe celte avec tout un tas d'objets. Un truc classique, c'est par exemple une petite église au fin fond de la campagne. Ils veulent refaire les gouttières et le système d'écoulement d'eau autour de la vieille église, dont personne ne va, il n'y a plus de messe depuis des années. Et on va dire qu'à peu près à 30 cm en dessous de là où tu marches, tu as les sarcophages mérovingiens. Relevés, tout le bazar, des très beaux sarcophages mérovingiens en pierre, tu vois, bling bling. Et une fois que les relevés sont faits, qu'on a regardé les squelettes qu'il y avait dedans, les a pesés, mesurés, enfin tout ce que font les anthropologues, après tu as la grosse pelle mécanique carrée, il met un grand coup de pelle là-dedans et c'est fini. C'est horrible. Enfin, là, tu me fais froid dans le dos quand tu me dis ça. Ça veut dire que le passé, il est balayé par des coups de pelle mécaniques. Ce que je vais te dire déjà, c'est bête à dire, mais moi, ça m'a fait vivre pendant des années, déjà d'une part. Et puis d'autre part, à quoi ça sert d'avoir le 10 millionième sarcophage mérovingien? Ah, d'accord, oui, on veut pas tout garder, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Quand tu as de la céramique, moi, j'ai participé à une fouille
qui était vraiment une espèce de fouille cathédrale. On était des dizaines et des dizaines, tu vois. Et à la fin, on avait plusieurs tonnes de céramique qu'on avait ramassées. Ça représentait en termes de tessons. Tu vois, le tesson, c'est une bout de céramique. Bout de céramique, d'accord. Plusieurs centaines de milliers de tessons. Qu'est-ce que tu veux en faire, quoi? T'as pas le droit de les vendre? Donc on balance tout, quoi. Mais je sais pas, les sarcophages, on peut pas les remettre dans un musée, mais quelque part, non? Quand t'as une vitrine avec 10 sarcophages, tu vas mettre le 11e. Ouais. Ouais, on en a déjà puis le 12e pendant qu'on y est. Puis 5 ans plus tard, t'auras une autre fouille, ça fera le 13e. Ouais, d'accord. Et donc tout est détruit, non? C'est un peu triste, je trouve, je sais pas. Alors t'as des dépôts archéologiques quand même, c'est-à-dire que tu prélèves tout, mais ça dans des caisses, enfin c'est une logistique de fou, quoi. Mais même les objets, je sais pas, je trouve des colliers, c'est des choses, ça prend pas de place, ça. Ou alors on n'en trouve pas tant que ça des colliers, je te rassure. C'est comme les lingots d'or, ça, faut arrêter. Ou bien alors ils sont volés sur le terrain, mais moi j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Mais non, mais après ça va dans des dépôts archéologiques, et puis c'est fini dans des caisses, dans le fond des hangars, quoi. Après, moi je me rappelle avoir visité un hôpital à Saintes, pour dire, où il y avait une fouille préventive avant que l'hôpital se construise. Et quand on va dans le hall de l'hôpital de Saintes, tu as quelques petites vitrines, ils te disent voilà, il y avait un site archéologique en dessous et les vitrines présentent les objets qu'il y avait en partie là-dessous. Là c'est chouette là. Ça c'est de la petite muséographie, il y a un petit machin sympa. Quand tu attends dans le hall de l'hôpital, moi tu vois des vieux objets, enfin. Là, il y a quelque chose de concret, quoi. Bah ouais, quand même. Mais c'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas. Non, parce que je trouve, enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, de mettre tellement de moyens, tellement d'argent pour fouiller, l'obligation, etc. Puis à la fin, on détruit tout, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal, quoi. Surtout quand tu passes des mois et des mois et des mois sur certaines choses, quoi. Tu te dis, ça pour ça, quoi. Mais l'idée, c'est que tout a été prélevé en termes scientifiques, quoi. Tu as pris les mesures, tu as photographié, tu as fait la compréhension, tu as fait des prélèvements sédimentaires. Même si on trouve un très grand site, imaginons, parce qu'au début, par exemple, on croit qu'il y a quelque chose, puis finalement, en fouillant, on s'aperçoit que c'est un truc énorme. Bah là, c'est ce que je te dis. Là, on peut considérer effectivement que là, on gèle le terrain, quoi. Mais ça se fait rarement. Ça se fait rarement, ce genre de choses, d'accord. Ça se fait rarement, quoi. Moi, j'ai pas énormément d'exemples en tête, quoi. Mais parce que même le beau que j'ai vu, moi, les pelles mécaniques arrivaient, on y allait gaiement. T'imagines, tu prends un site, enfin, tu prends un terrain et les archéologues viennent t'enquiquiner pendant 6 mois dedans. Toi, le premier jour où tu mets des coups de godet, tu te défoules, quoi. T'en peux plus, quoi. T'as béni tous les jours pour que ça arrive, quoi. Et tu dis, mince, je vais enfin pouvoir construire mon centre commercial, quoi. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, parce qu'on se dit, voilà, il y avait un vestige, j'ai fait des vestiges archéologiques, et côté un peu pompeux, culture, histoire, machin, passé commun. Et puis au-dessus, tu mets un supermarché avec des fast-food, quoi. Ouais, c'est. Non, mais c'est un peu bizarre. C'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du sort, exactement. C'est peut-être que dans 3000 ans, ces fast-food-là seront aussi importants que les autres. Aussi, Puis il y aura peut-être d'autres archéologues qui vont fouiller et vont dire mais qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit-là? Ouais, ils se diront c'était le top de la gastronomie. On peut toujours rêver. Hein. Non mais c'est alors des villes, alors j'imagine qu'en plus en France. Alors il faut savoir que nous on est très très bien pourvus en termes d'archéologie préventive. Voilà. Moi j'ai déjà discuté avec des archéologues italiens, ils me disaient que l'archéologie préventive là-bas était très très mal développée et quand les centres-villes étaient refaits, ils cassaient mais c'était encore plus beau que ce qu'on avait en France. Quoi. Ils perdent leur patrimoine alors. Ouais mais c'est pareil. Pour avoir quoi, le 20e sarcophage? C'est ce qu'on va dire. Au bout d'un moment, on est presque blasé. Quoi. On dit, oh, encore une villa romaine. Tu sais, c'est côté blasé, tu vois. Tu vas te dire, encore des squelettes. Donc finalement, les découvertes, on va dire, exceptionnelles sont plutôt rares alors, en fait. À l'échelle de la France, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que l'archéologie, c'est des grandes trouvailles tous les jours, c'est des reportages à la télévision qui sont nécessaires, tout ça. Je ne connais pas la proportion, mais je dirais que moi, de ce que j'ai vu, il y avait 9 fouilles sur 10 qui ne faisaient pas avancer l'histoire, si tu veux, tu vois. C'est ça que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'archéologie préventive, c'est une source immense de données pour comprendre le quotidien. D'accord. Mais tu ne vas pas trouver le site qui va révolutionner normalement l'histoire, tu ne vas pas trouver la pyramide Inca. C'est rare que dans l'Île-de-France on trouve une pyramide Inca, tu vois. Il y en a très peu en général. Mais tu as la compréhension du quotidien d'une société, d'une civilisation. Si tu veux comprendre le Romain en tant que personne, comment il vivait, comment il construisait ses maisons, tout ça, alors tu as Pompéi. Parce que tu connais Pompéi, parce que là c'est ouvert. C'est tellement célèbre, oui, Pompéi. Mais tu n'as pas besoin d'aller forcément à Pompéi pour voir ça. Tu as des tas de sites en France où tu vois du très beau romain, c'est très bien mis en valeur. Et l'archéologie préventive. On a des ruines antiques comme ça en France, comme Pompéi. Ouais. Sauf que c'est pas mis en valeur pour des raisons politiques. Parce qu'on considère que d'une certaine façon, l'homme intelligent, l'homme bien, il est né à partir de 1789 et le reste n'avait pas d'importance. Ouais, tout ce qui se passe avant. Oui, des rois, des reines, des druides. C'est ça, faut oublier. Ouais, et puis il parlait à peine français. Non, mais c'est quand même
au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer de conspirationniste autour de l'archéologie, l'archéologie elle est partout autour de nous, quoi. Il y en a, mais partout, quoi. On estime qu'à peu près, on va dire 1% des sites archéologiques ont été fouillés à ce jour. Donc 99%. Ouais. Donc on peut encore dire qu'on pourra faire des découvertes extraordinaires en matière d'archéologie. Et surtout sur de l'archéologie du quotidien, parce que moi l'archéologie bling bling, à trouver du métal, enfin de l'or, des machins, ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que j'aimais c'était, toi et moi, qui vivons dans une petite maison à la campagne, et 2000 ans plus tard, il y a des gens qui viennent voir ce qui se passe. Comment est-ce que tu refais ton mur avec les moyens du bord? Comment est-ce que tu fais la sépulture pour ta petite femme qui est morte en couche quand elle avait 25 ans? Comment tu fais ton puits avec ton beau-frère et ton neveu? Enfin, tu vois, des trucs du quotidien. Quelqu'un vient après coup, il étudie ce que tu étais et comment tu vivais. Et est-ce qu'on peut dire, alors là, c'est d'un point de vue des sciences, que justement, est-ce qu'on peut pas finalement séparer l'archéologie de l'histoire? Alors là, c'est la grosse ambiguïté. Oui. Parce que c'est parfois un peu la guerre entre les archéologues et les historiens, parce que les historiens étudient les textes, mais les textes, ils sont forcément partials. C'est-à-dire qu'à notre époque, toute bête, on va étudier un an d'actualité politique. Si tu regardes Le Parisien ou l'Express, ou bien alors... Libération, tu n'auras pas du tout la même chose. Et admettons, t'imagines, dans 2000 ans, un historien tombe sur les archives du Figaro. Extraordinaire, il va te sortir une histoire. Mais s'il était tombé sur l'Express, il en aurait eu une autre. C'est vrai. S'il était tombé sur Le Monde, il en aurait eu une autre. À mon sens, les seuls vrais vestiges sur lesquels on ne peut pas discuter de la falsification, c'est bien l'archéologie. Hein. On dit souvent rien ne disparaît sans laisser de traces. Quand tu vois un puits, c'est un puits. Oui, quand tu vois une trace d'incendie... J'ai envie de dire que l'archéologie, il y a du concret, quoi. Enfin, tu comprends pourquoi est-ce que c'est très intéressant d'essayer d'avoir, on va dire, des leviers pour contrôler cette discipline. Parce qu'un texte, il peut te dire ce qu'il veut. Il peut être vraiment pour ou contre une chose parce que le roi, le seigneur, ce que tu veux, le pouvoir en place, voulait changer quelque chose. Mais quand tu vois une trace d'incendie sur un site entier, tu te dis qu'effectivement le site a été détruit de telle façon. Quand tu vois que, par exemple, tu as des trous qui sont remplis de graines fossilisées, de plein de choses, tu peux te dire qu'il y avait de l'agriculture, que les gens ne mourraient pas de faim. Si tu trouves... voilà. Donc il peut y avoir un moment donné, par exemple, où il y a une contradiction entre... ce qui est admis par l'histoire et les découvertes archéologiques alors. Oui, absolument. C'est là que tu te dis que tu as une... D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que l'étude du passé, on appelle ça l'histoire. C'est qu'une étude du passé, c'est les textes. Tu vois, même dans le vocabulaire. Oui, même dans le vocabulaire, oui. Plutôt que d'appeler ça l'histoire, on devrait appeler ça... Tiens, tout à l'heure, j'ai un cours d'étude du passé. Ça serait pas illogique. Parce qu'il y a des... alors j'imagine... Ça serait pas illogique du tout. Hein, il peut y avoir donc on va dire des conflits justement entre historiens et archéologues alors. Ah c'est pas... il peut. Il y a. Et c'est violent parfois. D'accord. C'est violent parce que on est dans une lutte d'ego avec des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui sont persuadés à la fin de l'étude d'avoir raison sur tout. Alors que l'archéologie te donne une version du passé, l'histoire t'en donne une autre. Et là où ça devient amusant, c'est quand l'histoire te décrit parfaitement bien des périodes que tu ne retrouves pas au sol. Ah oui. Voilà, on y arrive tout doucement. On y arrive tout doucement. On a mis 50 minutes. Oui, c'est ce qu'on avait dit, mais c'est exactement ça. D'accord. C'est qu'effectivement, l'histoire, voilà, c'est beau, et le roi, la reine, l'empereur, le machin, il s'est marié, il a fait la guerre et tout ça, mais sur le terrain... Parce que sur le terrain... ils te le disent, dans le texte, au nord de telle ville, il y a eu la bataille. Tu vas là-bas, rien... Ah non, mais le texte... Des fois, j'ai vu que certains archéologues, on s'entend pas avec les historiens sur des situations géographiques. Les archéologues vont dire, la ville était située là, et ils disent, non, mais nous, on a fouillé, c'était là, et les autres disent, oui, mais non, nous, les textes disent qu'elle était là. Qui croit, à ton avis? Entre quelqu'un qui te dit, moi j'ai des preuves matérielles, et quelqu'un qui va dire, moi j'ai un texte. J'ai un texte qui a été écrit 200 ans plus tard. Oui. 200 ans plus tard. Oui, d'accord. Et c'est une copie du texte de 200 ans plus tard, qui date de 300 ans. Donc tu vas rapporter un fait qui s'est passé à l'an 1000, qui a été écrit en 1200, et toi tu as la copie de 1500.
T'as envie de dire, bon, je veux pas paraître celui qui voit le mal partout, mais votre truc, bon, il se peut qu'il soit quand même pas tout à fait bon, quoi. On appelle ça le téléphone arabe en général, quoi. Et un fait, plus un fait, plus un fait. Puis finalement, au bout de 10 copies, à la fin, c'est Byzance, quoi. En fait, il y a 3 trous de poteaux, il y a un puits, il y a 2 baraques pourries, quoi. Mais sur le texte, voilà. Et après, d'où la guerre idéologique de dire, ah, mais moi, mon texte, il est mieux que ce que vous avez trouvé sur le terrain. Vous avez mal fouillé. D'accord, ouais. Ah bah oui. Et donc il y a des conflits, alors parce que j'ai vu aussi, alors les géologues, ils sont quoi, plutôt du côté des archéologues, des historiens? Alors les géologues c'est encore différent parce qu'ils sont formés à la fac de sciences. Historiens et archéologues et historiens de l'art, eux c'est les lettres. D'accord. Voilà, c'est lettres, alors que le géologue c'est quelqu'un qui est très très terre à terre en général. Voilà. Et le géologue, lui va s'intéresser au contexte naturel qui entoure les sites archéologiques. Voilà, parce que j'ai un exemple qui me vient immédiatement, c'est le Sphinx, oui. Avec le fameux responsable de diversité de géologie de Boston, si je m'abuse, qui a fait des relevés en fait, qui mentionnent que en fait la roche en fait qui entoure le Sphinx est la même roche que le Sphinx lui-même, puisque ça a été bâti d'un bloc. Oui. Et donc, sur base de ces observations, en particulier de l'érosion qui est due à des pluies tropicales, il a estimé l'âge du Sphinx à 20 000 à 25 000 ans. Voilà, évidemment, tout le monde lui est tombé dessus, etc. Oui, mais c'est normal. Et lui, il a dit, je mens pas, enfin, je suis pas là pour faire de... Il a dit, voilà, moi je... Il ment parce que le texte dit le contraire. Voilà, il a eu tous les historiens, non, c'est pas possible, c'est du... machin. Et lui, il dit, oui, mais non, moi c'est l'analyse de la roche, quoi, voilà. Oui, mais non. Non, puisque le texte dit le contraire. tu comprends ce que je veux dire, quoi. Tu es dans une lutte sans fin de qui va avoir raison et de voir tous les lobbies qu'il y a là-dedans. Moi, à la fin, j'en avais assez parce que quand on t'explique un petit peu comment ça fonctionne, à la fin, tu dis, bah lui, il est ci, lui, il est ça, lui, il est machin, lui, il est truc. Et puis quoi, en plus, on te met un peu la pression du genre, par exemple, voilà, toi, tu rends ton rapport qui est, on va dire... pas du tout conforme avec entre guillemets la réalité historique admise, et puis là on va te dire ouais non mais attendez monsieur Villavert, là vous pouvez pas écrire ça, vous pouvez pas... c'est comme ça que ça se passe ou c'est quoi? Alors moi pour le coup j'ai même fait encore pire. J'ai même fait encore pire, c'est que j'ai même pas rendu le rapport. J'ai dit je sais pas, je comprends pas. Je pourrais construire avec la méthode qu'on m'a appliquée de dire voilà, il y a un fossé qui va ici, il y en a un autre qui le recoupe, comme je sais que celui-là était daté du mérovingien, celui-là du carolingien, mais quand je regarde objectivement le truc, bah, je comprends pas. Ah ouais, donc carrément, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté l'archéologie préventive. J'ai dit voilà, votre truc c'est de la tambouille, j'en veux plus quoi. Plus les problèmes de CDD, parce qu'il y a la grande précarité là-dedans. Hein. Donc quand tu es à la fac et que tu fais de l'archéologie programmée, tu es protégé par l'université en général, il y a très très peu de gens qui sont à la fac. Fonctionnaire, j'imagine. Ouais, alors pas toujours, parce que tu as aussi des thésards, des gens qui sont très précaires et qui font des fouilles l'été pour alimenter leur thèse, si tu veux. Mais moi j'ai dit voilà, moi j'ai déjà des gros problèmes, c'est purement alimentaire, c'est bête à dire, mais au-delà du fait d'être archéologue, il faut que je pousse mon caddie le week-end, quoi. Comme tout le monde, c'est bête à dire, quoi, mais ça c'est des choses où les pontes ils comprennent pas, tu vois. Les pontes ils comprennent pas, et moi j'ai dit voilà, moi j'ai pas les éléments pour faire le rapport, je comprends pas le site. Si je veux regarder objectivement les choses, c'est un micmac qui est tellement complexe que je suis incapable, avec le peu d'éléments que j'ai, en toute honnêteté, hein, de vous faire un rapport. Même si j'applique bêtement les méthodes, oui, vous me laissez encore un mois et je vous le fais. Mais moi, de ce que je vois en totale objectivité, moi qui viens de la biologie, puisqu'au départ, je sais pas, le profil du bac L, tu sais, le littéraire qui va essayer de disserter pendant des pages et des pages sur ce qu'il trouve sur le terrain, en tant que personne qui a été formée aux sciences dures, aux sciences carrées, à la coup de trick, hein, faut être précis. Moi, je dis voilà, moi votre truc c'est de la soupe. Je peux le faire votre rapport, mais en toute honnêteté intellectuelle, j'en suis incapable parce que je trouve que c'est faire des raccourcis quasiment partout. C'est trop de raccourcis. Moi, je travaillais sur le Moyen Âge, mérovingien, carolingien, et bizarrement, moi, ce que je trouve, ça correspond pas globalement à l'idée que je me fais de l'histoire, enfin du passé. Tu vois, pour le coup, de l'étude du passé. Moi, je comprends pas la chose. Je comprends pas, c'est trop complexe. J'ai pas les éléments pour essayer de faire un beau rapport en disant voilà, on met ça en corrélation avec ça et c'est fait, c'est bon, c'est bidon, voilà. Moi, je sais pas faire. Ouais. Donc ça, plus tout le reste, plus tout ce que j'avais vu avant, plus... allez hop, on se quitte bons amis. Je vous rends toute la doc. Vous trouverez bien quelqu'un pour faire le rapport à ma place. Quelqu'un qui sort de la fac, qui a tout appris par cœur à la virgule près, qui a tout appris toutes les chronologies. Il vous fera un très beau rapport, ça fera un très bel article dans le magazine du coin.
vous vous débrouillez avec ça. Parce qu'en fait, moi, là, ce que je trouve inquiétant, c'est que tu es en train de nous expliquer, c'est presque une anti-démarche scientifique, puisqu'en fait, on a un résultat qui est presque de base en disant bah voilà, on fouille ça, c'est mérovingien, ça doit dater de ça, et si on trouve l'inverse, eh ben on dit on se trompe, non, ça. Donc c'est l'inverse de la science. C'est un raisonnement intellectuel qui est basé sur des choses qui sont considérées comme acquises. Pour pas dire des dogmes. Parce que dogme, ça donne un peu le côté rigide, un peu le côté méchant de la chose. On va considérer qu'il y a des acquis et que ces acquis-là, on ne revient pas dessus. Si tu vois quelque chose qui ressemble à du romain, c'est du romain, et ça a été fait en gros entre 0 et 500. Parce que dans les chronologies, en gros, Jules César, tout le bazar, c'est 0, hein. Enfin c'est moins 52, mais peu importe, jusque 500. 500, à peu près. Parce que Clovis, c'est quoi, 396, et on nous dit que c'est la fin de l'Empire romain. Clovis, c'est 500. Hein, ah oui, c'est 500, pardon. Oui, 476, oui, ouais. t'as raison, oui, bon, bah c'est ça. Historien. 476, attention, c'est les historiens qui te le disent. Hein. Ah, c'est précis, oui, et ça, on ne peut pas y bouger en plus. Ah non. Et si tu retrouves un vestige romain qui date de 800, par exemple, ah bah c'est que c'est pas un vestige romain. Alors. Mais comment tu le dates de 800 ? Ah ouais, bah comment ils ont fait pour dater les trucs de 500 alors? Bah, ah, par les textes. Ah ouais, d'accord. Et bien de 500 ans plus tard. Hein. Bah je sais pas, moi je connais, hein. du carbone 14 encore. Bah, je sais pas.